Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs on a Mission, la série du think tank Itinera qui va à la rencontre des entrepreneurs, ces hommes et ces femmes qui ont choisi la voie de l'entreprise et de l'économie pour avoir un impact positif sur la société. L'objectif de ces rencontres, c'est de partager leurs expériences, leurs enthousiasmes, leurs questions avec vous et d'amener ce contenu sur la place publique puisqu'Itinera est un think tank politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Marie Duhard. Bonjour. Marie, bonjour. Vous avez la particularité d'avoir un double parcours par rapport à l'objectif de ces rencontres, puisque d'une part, vous avez créé une des premières entreprises en Belgique de conseil et d'accompagnement sur les questions de responsabilité sociale, et d'autre part, vous avez plus récemment monté la première entreprise mondiale, je crois, entreprise de commerce équitable de diamants. C'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Voilà. J'ai une double casquette d'entrepreneuse à 15 ans d'intervalle. Et j'ai la joie d'être encore active dans les deux. Voilà. Alors, en préparant la rencontre, je me disais, mais laquelle des deux entreprises prendre? Quel fil suivre? Parce que les deux sont différentes, mais en même temps, elles sont cohérentes et elles sont toutes les deux aussi passionnantes l'une que l'autre. Et alors, je vous propose une entourloupe. C'est de parler brièvement de l'une et de l'autre, mais d'essayer de voir pour l'essentiel qu'est-ce que vous avez appris de la confrontation des deux. Puisqu'en fait, vous avez pendant des années accompagné des entreprises, donc vous étiez dans une position indirecte en quelque sorte, pas au balcon, mais c'était quand même un peu en retrait. Et puis, vous avez mis les mains dans le cambouis. Et donc, qu'est-ce que le direct vous a appris de l'indirect et inversement? Mais avant d'en arriver à cette question, si vous voulez, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vous, de votre origine, de votre parcours, d'où vous venez, par où êtes-vous passé? Oui, je suis passée par de nombreux endroits. Donc, je suis née au Congo. D'accord. De parents scientifiques qui étaient très, très investis et le sont toujours d'ailleurs dans la conservation de la nature, des parcs nationaux et de la faune et de la flore en danger en Afrique. Donc ça a sans doute donné déjà un petit coup de kick, tant pour ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire un intérêt et un cœur gigantesque pour le continent africain. Et de l'autre, pour une sensibilité à ce que avoir un travail utile au bien-être collectif, avoir un impact social et un impact positif sur l'environnement, je pense que j'ai grandi avec ça, cette chance-là. Après, sans doute pour me démarquer, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait dans son parcours, on ne veut pas faire la même chose que ses parents, donc moi j'ai fait le droit, au grand étonnement de mes parents qui se demandaient ce que j'allais faire par là. Mais bon, voilà, j'ai fait le droit. J'ai étudié le droit et puis après, j'ai migré au Canada. Mais droit environnemental quand même, non? Et puis voilà, hein, déjà vers la fin, je faisais de droit de l'environnement, du droit international et du droit de l'environnement, donc avec un fort intérêt pour les droits de l'homme et pour la protection de l'environnement à échelle internationale. C'est du droit international qui est un peu hors sol. Suite à ça, comme j'ai migré au Canada, et là, le droit ne valait plus rien. Et donc, j'ai commencé à travailler pour une société d'ingénieurs conseil gigantesque, la plus grosse de Montréal, du Québec, qui m'a emmenée à travailler dans des mines au Pérou et qui m'a emmenée travailler dans des usines d'engrais en Afrique du Sud et au Maroc. Et je me suis retrouvée à faire toutes sortes de choses, au départ dans le département environnement et puis après dans le juridique. Ils ont eu besoin d'une juriste et j'ai quand même commencé à faire un petit peu de droit. Ce droit qui m'a assez vite appris qu'on pouvait l'utiliser à bon escient ou aussi avec très mauvaise foi. Donc j'ai compris pourquoi je n'étais pas avocate, recompris une deuxième fois. Mais j'ai d'abord quand même bien fait mes armes en tant que juriste d'entreprise, à négocier des contrats industriels internationaux gigantesques et à me rendre compte que dans les négociations, la première chose qui prend le bord, si ce n'est pas nécessaire, ça va être le volet environnemental qui sont considérés comme des fioritures. Si on peut s'en passer, des filtres à la cheminée, des filtres, des choses comme ça, on va faire tomber. Et donc, je pense que le premier soubresaut, ça a été ça. C'était considéré comme des fioritures. Est-ce que ça l'est encore avec l'évolution du cadre juridique? Oui. Oui. C'est un peu fort peut-être ce que je dis. Maintenant, c'est vrai, j'ai quitté ce monde il y a maintenant 20 ans, donc un peu plus de 20 ans, mais je pense que le phénomène ce qu'on a appelé le social dumping, il y a de l'environmental dumping aussi. C'est-à-dire que quand vous travaillez à échelle internationale à créer que ce soit des mines ou des usines, dans mon cas des usines d'engrais ou des usines de choix, vous fonctionnez avec la législation locale. Et plus la législation locale est dans un pays qui est déficient, soit en termes de corruption, gouvernance ou d'exigence environnementale tout court, on va aller s'installer là. Parce qu'il y aura moins de frais à faire opérer une usine ou
ou faire tourner une mine dès lors qu'elle est moins codifiée par le droit local. Donc ça vaut pour les conditions de travail, ça vaut pour la protection de l'environnement. Et donc c'est sur un cas comme celui-là que j'ai remis ma démission en fait. Avec un patron avec qui je suis restée encore en contact, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu crois, ça c'est la vraie vie. Et je me suis dit mais moi cette vraie vie, j'ai même pas envie de la cautionner, que ce soit en tant que juriste ou en tant que ceci. Et donc j'ai donné ma démission parce qu'on fêtait un gigantesque contrat qui allait polluer tout le large de Durban et l'océan Indien. Et donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit non, là en fait... Là, il y a des alignements. Et je comprends très bien la jeunesse aujourd'hui qui est désalignée, qui a un perte de sens ou à qui on donne des injonctions, des demandes de faire des choses qui les heurtent. Et on est dans une relation de travail, on ne sait pas si on peut perdre son job ou pas là-dessus. Est-ce qu'on est jeune et naïf et il faut rester. Et en l'occurrence, je suis partie. Pour aller où? Eh bien, ça, c'est une bonne question. D'abord, j'ai fait un bref passage par l'agence Alter, une agence de journalistes assez engagée, où j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon associé chez Cap Conseil, Serge Debacker, qui est rédacteur en chef à l'agence Alter. Et c'est là que j'ai émergé la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais encore vraiment assez balbutiement comme concept. C'était la présidence belge à l'époque, déjà en 2001, quelque chose comme ça, de la Commission européenne, qui voulait organiser une première conférence là-dessus pour débroussailler les concepts. Et je me suis passionnée par ce thème-là. En même temps, moi, je ne suis pas journaliste. Et après 6 et 9 mois et l'organisation de cette conférence, je me suis rendu compte que ma place n'était peut-être pas là. Et là, j'ai repris des études. Et quand je dis qu'on revient toujours, on était 10 ans après le droit et j'ai refait un master en sciences et en gestion de l'environnement. En me disant que si un jour je devais être confrontée, que ce soit des ingénieurs comme j'en avais vécu ou bien à d'autres, il fallait renforcer ses compétences en termes techniques, en environnement, en sciences. Et j'avais forcément pas les bases en tant que droit, donc ça a été une belle découverte et là aussi une conviction que, en fait, peut-être que tout le monde devrait avoir des bases bien plus solides en environnement, surtout quand tout le monde parle maintenant, c'est la COP27 du changement climatique, et je me rends compte qu'extrêmement peu de personnes comprennent comment ça fonctionne en fait, le réchauffement climatique, le changement de tous ces écosystèmes, la liaison avec la biodiversité, c'est fondamental. Et si on avait de meilleures clés, une meilleure compréhension de ça, je pense qu'en tant qu'entreprise, on considérerait peut-être ça moins comme ou du nice to have, ou de la fioriture, ou une externalité. Ça ferait partie du business model. C'est ce que j'ai voulu faire. Certains ont dit que dans la crise Covid, la difficulté d'appréhender la crise Covid tenait peut-être en partie à la difficulté d'appréhender les phénomènes d'enchaînement et de caractère exponentiel des évolutions. Est-ce que vous pensez qu'ici, c'est quelque chose de comparable? Oui, je pense que c'est la même chose. Connaissances scientifiques portent à conséquence? Absolument. Et il ne faut pas grand-chose. Il ne faudrait pas grand-chose. Je vois maintenant la jeunesse, la façon dont on leur apprend les sciences, et cette possibilité qu'on a d'avoir encore vraiment juste le minimum en bio, chimie, physique, qui est déjà en soi une séparation de sciences, alors que l'environnement, il mélange tout le temps les trois. Ouais, c'est systémique. C'est très systémique, tout est très lié, mais je me rappelle un article récemment qui disait « Pourquoi la nature nous manque ?» Je pense qu'instinctivement, il y a un appétit, il y a un intérêt, il y a une volonté d'être plus en contact avec la nature, mais également une incapacité à parler ce langage-là, à comprendre comment elle fonctionne, à comprendre les interactions, les réactions en chaîne, que ce soit qu'on le prenne par le phénomène de l'abeille, qu'on le prenne par le phénomène du climat ou autre chose. Je me dis qu'il suffirait de peu de choses pour qu'en comprenant comment une chose amène une autre, on puisse rectifier des comportements. Également, le lien santé-environnement est quelque chose qui est très intéressant. Les gens mangent bio pour leur santé sans savoir qu'en fait, manger bio, c'est d'abord faire rendre service à la planète. Bien sûr, ça peut être bon pour soi. Mais je pense que mieux comprendre aussi le lien entre la santé et l'environnement, mieux comprendre ce genre de lien-là, permettrait d'avoir aussi une économie qui serait moins hors sol. Il y a aussi, donc peut-être qu'effectivement c'est un élément important, mais même sans doute, cette compréhension. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément plus charnel ou perceptif qui est l'urbanisation en fait? C'est très difficile d'avoir un appétit de la nature quand on a grandi dans le béton, purement et simplement. Oui,
Oui, là c'est certain. Personnellement, je pense que j'ai de la chance. J'ai effectivement toujours vécu dans des grands espaces et jamais vécu en ville, sauf à Montréal. Mais c'est vrai que avoir été et continuer à se mettre, être fréquemment en contact avec la nature, permet de renforcer cette affection également, ce lien. Et quand on est dans une urbanisation galopante ou quand on vit en ville, on perd certainement la compréhension des enjeux. Alors, je vais vous laisser continuer le parcours, mais on peut revenir avec cette question-là après dans le conseil. Comment est-ce que on peut faire comprendre à un client sans forcément lui permettre d'éprouver. Oui, c'est ça. Ah, moi, je le fais sortir de son bureau. Ok, alors, gardons d'abord le fil. J'essaye de le faire sortir de son bureau. Ou ne perdons pas le fil. Et d'aller dans sa chaîne de valeur, en tout cas. Ok. Oui. Après votre formation en environnement, vous avez créé Cap Conseil directement? Voilà. Okay. J'ai créé Cap Conseil juste après, donc avec Serge Debacker. Qu'est-ce qui a été le déclic? Comment est-ce que vous êtes passé de l'étude à l'idée qu'il fallait se lancer? Eh bien, le premier était très, très prosaïque, c'est je ne savais pas où postuler. Okay. Il n'y avait pas de job, ça n'existait pas CSR consultant nulle part, et il n'y avait pas de boîte qui avait ça comme poste, et je connaissais très peu d'entreprises qui en faisaient un sujet. Par contre, beaucoup se posaient de questions, et posaient notamment des questions à Alter, qui écrivait là-dessus en disant mais c'est bien beau de décrier ce que nous faisons, de critiquer l'entreprise, de diaboliser la façon dont elle est gérée ou dans la façon dont elle pollue, la façon dont elle exploite les gens dans ses chaînes d'approvisionnement. On doit faire quoi alors? Et c'est cette question-là de on veut bien mais alors comment? Et nous avons construit Cap Conseil sur l'idée du comment. De vulgariser, commencer, petit pas par petit pas, accompagner. Et donc, il y a eu une première phase, mais dès le début, ça a été un intérêt. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être bien une volonté de bien faire, mais très très peu de gens pour aider à mettre du concret sur le concept de développement durable, de responsabilité sociétale, d'éthique d'entreprise. Et donc, on a appris en marchant également, parce que c'était un concept qui était vraiment dans les Nations Unies. Et qu'il fallait rendre pragmatique, pratique, concret, abordable. Et ce travail était en cours avec tous les référentiels qui s'élaboraient à ce moment-là. Voilà, et donc on s'est mis énormément dans les groupes de travail qui rédigeaient les standards, que ce soit ISO 26000, que ce soit ISO 20400, il y avait ISO qui était là-dedans, il y en a plusieurs qui se sont les prémices des objectifs de développement durable. On était dans ces groupes de travail pour essayer de voir comment ne pas diaboliser l'entreprise, mais l'encourager, l'inciter à l'action. L'inciter à revoir son business model. Passer aussi, et ça a été notre fil conducteur, des actions périphériques one size fits all. Allez, on va tous avoir une ruche, on va tous recycler notre papier, on va tous boire du café équitable. OK, ça n'importe quelle boîte le fait. Mais si je suis un banquier, on ne viendra pas chez moi juste parce que je bois du café équitable ou que les extraits de banque sont sur papier recyclé. On attend de moi, en tant que banquier, quoi? Et donc, notre fil conducteur, ça a été l'approche métier. Ton métier, c'est quoi? Ton métier en mieux, c'est quoi? Ton métier en plus durable, en plus éthique, en plus responsable, c'est quoi? En plus honorable, en plus fier, en plus utile. Et donc, c'était les mots-clés, c'était est-ce que tu as un impact positif? Avec tous les leviers dont tu disposes, avec la marge de manœuvre que tu as, est-ce qu'on peut aller réveiller certains leviers encore non utilisés et surtout calmer certains effets néfastes ou certaines actions corollaires qui pouvaient avoir des impacts négatifs. Et donc, c'est tout le travail qu'on a fait avec Cap Conseil pendant maintenant 20 ans. Comment avez-vous fait pour arriver à un certain niveau de profondeur dans la réflexion avec les clients? Parce qu'une chose est de dire on va avoir des approches par métier pour délimiter, on va dire, dans l'espace, en largeur, mais alors il y a aussi le travail en profondeur. On peut avoir une approche par métier qui est en fait assez superficielle. Or, si je ne m'abuse, vous avez un souci de travailler vraiment sur la dimension stratégique de l'entreprise. Absolument. Et donc, comment vous avez fait ça? Comment est-ce que vous avez réussi à passer de la périphérie et du général au spécifique et au spécifique en profondeur? Ça, c'est un travail c'est vraiment en dialectique. C'est-à-dire que l'entreprise, on va voir dans quelle mesure elle se connaît elle-même, elle connaît son business model, elle a toujours bien un plan stratégique quelque part. Et donc, on n'avait pas envie d'avoir une stratégie à côté. Il y a la stratégie de la boîte, la vraie, la dure, la stratégie business, et puis alors on a une stratégie développement durable. Et donc, tout l'effort a été de venir chaque fois questionner et de voir quelle était la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va
prendre le métier tel qu'il existe et analyser les impacts qu'il génère vers l'extérieur. Donc pas ce qui se fait plaisir, mais aller voir d'un point de vue humain, social, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économie, effet pervers de l'économie ou effet vertueux de l'économie, sur ces piliers-là, dans toute une série de dimensions, que ce soit avec des checklists de la type ISO 26000, mais aussi en parlant avec les parties prenantes de cette entreprise-là. Qu'est-ce qui la caractérise? Faire le portrait robot de son business model actuel et de ce qu'elle produit de bon sur le marché, de souhaitable, de désirable, et ce qu'elle produit de néfaste, ce qui ferait qu'on pourrait même arrêter d'acheter chez elle, ne plus vouloir, la boycotter, mettre un embargo, ou, à concurrent égal, partir chez quelqu'un d'autre parce qu'il y a cette touch en plus, cette attention. Et donc toute l'idée, c'est de vraiment travailler sur le business model existant en disant dans quelle limite est-ce qu'il est améliorable et encore acceptable. Mais parfois, on frappe un mur. Parfois, on va se trouver en disant, mais en fait, ce produit-là, ou cette action-là, ou ce département-là, n'est plus défendable ou à moyen long terme, c'est quelque chose qui est voué à disparaître. On pourrait, je veux dire, voilà, on va travailler pour un fabricant de... J'invente un fabricant de vaisselle qui a toute une gamme de vaisselle en plastique. Vous pouvez lui dire, là, à terme, le plastique, pour le moment, c'est en train de... à cet ampère de vitesse, c'est indéfendable politiquement, mais environnementalement, on a un problème en termes d'énergie fossile, etc. Donc, on va arriver à toucher le cœur du métier et des produits faits par cette entreprise en disant, il y a des limites au business model qu'avant. Si tu veux perdurer dans le temps, rester acceptable, rester positif et bénéfique pour la société et pas seulement pour tes actionnaires, il faut revoir. Et on va aller loin là-dedans. On va aller vraiment... Alors, on va aller avec des benchmarks, on va aller voir ce qu'en pensent les parties prenantes, on va aller faire voir ce qu'en font les pionniers, on va aller voir on va faire toute une analyse, un benchmark pour voir si on peut encore améliorer quelque chose, comment on l'amplifie. Et on a vu des boîtes changer de cap. Avant de passer à My Diamond, si je ne m'abuse, encore une question sur Cap Conseil, si je ne m'abuse, vous avez refait le coup du Canada avec certains clients en disant « si c'est comme ça, je m'en vais ». Parfois, vous avez arrêté de travailler avec certains clients parce qu'il y avait pas de réponse correcte à ce que vous mettiez sur la table comme question ou comme point. Qu'est-ce qui fait que quand on interroge le cœur de la stratégie et l'essentiel de l'impact, qu'est-ce qui fait que certaines entreprises, alors que toutes les entreprises sont venues vous chercher, qu'est-ce qui fait que certains disent « Ok, on fait l'exercice jusqu'au bout » et d'autres disent ah, « C'est gentil, merci d'être venu ». Là, il y a un autre mot qui est intéressant peut-être à prendre en compte, c'est le mot du courage. Des deux côtés. Je pense que nous, à un moment, devons avoir le courage de dire cette boîte peut-être paye bien, elle aime la façon dont on la fait réfléchir, mais elle ne porte pas nos conseils en action. Et je pense que notre capacité d'influence ou de changer s'arrête ici. Et donc, on va dire, en fait, la suite. La deuxième chose, ça va être en face aussi de se rendre compte donc, quelle est la sincérité du client, sa réelle volonté de bouger, quel est son mobile derrière. Une analyse, la psychologie n'est jamais fort loin du développement durable. Vous pensez que ça, je ne vais pas dire que ça peut se résumer, mais que la question de la sincérité est plus décisive que la question des contraintes? Parce qu'en fait, peut-être certains peuvent être sincères, mais qui ne peuvent pas jouer tel jeu dans ces circonstances-là? C'est une bonne question. Les fois où il y a eu peu de fois où on s'est arrêté, parce qu'on était toujours... Moi, je suis une indécrantable optimiste. Je pense toujours qu'il y a moyen d'aider quelqu'un et d'avancer. Et donc, à deux très rares exceptions, je pense que chaque secteur peut redevenir une meilleure version de lui-même. Chaque secteur de l'économie. Maintenant, il est arrivé, effectivement, à une ou deux reprises, où on s'est rendu compte qu'on se faisait manipuler. C'est-à-dire qu'on achetait Cap Conseil comme caution pour faire passer un plan de développement durable qui était édulcoré, qui n'allait finalement avoir que peu d'impact, si ce n'est en com ou en marketing. Et on s'est toujours défendu d'être une agence juste de com ou de marketing. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'inscrit en faux.
On dit, je pense que ça va s'arrêter là. Je veux dire, le cas très notoire où un rapport qu'on remet d'analyse d'audit dit, je pense que vous avez fait des mauvaises conclusions, vous n'avez visiblement pas assez bien travaillé, ou parce que les conclusions déplaisaient, aussi réelles qu'elles étaient. Et donc là, c'est clair que ce sont des moments un peu vertigineux, parce qu'au début, quand on rentre en contrat avec un client, on part du principe qu'il a une volonté de changer, donc on lui donne un crédit positif sur cette intention. Et la sincérité de la démarche, parfois, effectivement, ça va être j'aimerais bien, mais en fait, il n'y a plus de budget. Ou j'aimerais bien, mais il y a d'autres choses plus urgentes. Et ça va être tout le temps, ça. C'est cette alternance de... Il y a toujours des dilemmes sur à quoi on va dédier un budget, c'est logique. Mais par contre, je dirais que ce qui est le plus compliqué à gérer, c'est le court terme versus le long terme. En ce sens-là, travailler avec des acteurs ou des sociétés familiales ou des sociétés non cotées offre une possibilité de vision à long terme qui est nettement différente d'une société cotée. Ouais. Est-ce que ça, c'est une des difficultés qui a été décisive de votre volonté de passer à la pratique avec My Fair Diamond? Non, le My Fair Diamond, c'est la My Fair Diamond, je pense que c'est le pari le plus débile que je n'ai jamais fait de ma vie. Et j'ai fait ce pari avec un client, justement, qui était la Fédération diamantaire anversoise. Donc, j'avais comme client la AWDC, et qui était un... Client Cap Conseil. Client de Cap Conseil. OK. Client de Cap Conseil, à répétition, pour faire le rapport développement durable, et puis pour faire d'autres actions. Et on les a aidés à faire un premier rapport développement durable qui comprend notamment un questionnement des parties prenantes sur les attentes, et des attentes des ONG, les attentes de la société civile, du monde politique, à ramener vraiment un espoir que la fédération se positionne de façon plus dure et plus ferme sur la traçabilité, sur les droits de l'homme, sur la corruption, le blanchiment, toutes les questions qui fâchent qui sont autour du diamant. Et on a produit le premier rapport sur toutes les questions qui fâchent. Venant d'une fédération patronale, en général, c'est très lisse, déjà, par définition, et ça aborde moins ces sujets-là, et c'est du lobby. Et donc là, on était dans le lobby responsable ou le lobby qui est calme et qui admet les erreurs de son industrie. Et ça leur a valu un prix. Et évidemment, le twist, quand on a un prix comme ça et qu'on est dans les spotlights, c'est qu'après, on dit on va attendre la prochaine édition, ça va être encore mieux. Ça va être super. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire plein de projets, maintenant ils vont bouger. Et donc là, la OEDC s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils bougent. Il fallait faire quelque chose. Non, mais vous ne feriez pas une autre étude, un autre projet, peut-être encore une autre analyse, etc. Et le moment de ce pari est arrivé. Et on s'est dit, mais écoutez, là maintenant ça suffit, on va pas faire un énième rapport, un énième écrit de consultant qui va être classé vertical ou vaguement là, qui va servir d'alibi, nous avons fait faire une étude. Là maintenant, le temps de l'étude est passé, maintenant c'est l'action. Maintenant il faut faire, quoi. Il ne faut plus annoncer, maintenant il faut faire. Et donc, il y avait l'idée de ce projet pilote. Il fallait imaginer une chaîne d'approvisionnement artisanale, éthique, responsable, transparente, qui venait des endroits les plus compliqués de la planète, où il y avait tous ces mots et tous ces aspects qu'on avait décriés dans ce rapport, et en disant, et on va agir là, parce qu'en fait, c'est là qu'on va avoir le plus d'impact. Et au début, ils se sont dit, bon, allez, on va faire une étude de faisabilité avec vous, on part ensemble sur ce premier projet. On a fait cette étude de faisabilité. Y a-t-il de la place pour un diamant éthique? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable à 3 points de vue? Est-ce que c'est faisable économiquement, d'avoir une chaîne qui ne fonctionne pas avec les mêmes marges, avec les mêmes stretch habituels? Est-ce que c'est faisable commercialement? Est-ce qu'il y a un appétit pour ça? Un intérêt, un consommateur? Et est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce qu'on trouve une mine comme ça? Est-ce qu'on trouve les partenaires qui sont prêts à être clean, à être transparents, à être propres? Ou bien est-ce que tout le monde vit avec des réflexes d'il y a 500 ans, très opaques, très occultes, très oraux, très... Et l'étude faite ensemble ouvrait un boulevard à My Fair Diamond. Et là, on a dit, mais là, il faut continuer, quoi. Ils ont dit, écoutez, on est une fédération, on ne va pas objet commercial, on ne va pas créer une boîte, c'est pas notre boulot. Allez-y si vous voulez, ou bien vous faites encore une petite étude sur... Et j'ai dit, mais non, ça, je ne fais plus. Maintenant, je ne fais plus d'études. La prochaine fois que je viens vous voir et je vous mets comme ça, hop, voilà, hop. Je vous la mettrai sur la table. Elle existera en vrai. On va la faire en vrai, en fait. Je vous la ramène. Je suis sortie de là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore dit? Ça m'a mis 3 ans pour respecter ce pari, mais je l'ai amené. Et cette bague est maintenant au musée d'Anvers, au Diva Museum. Elle est exposée, c'est une des 5 premières bagues qu'on a faites.
Et c'est la première fois qu'il y avait une bague avec un diamant artisanal, parfaitement éthique, parfaitement traçable, avec gravé sur la couronne du diamant la mine d'origine en Sierra Leone, dans de l'or équitable, pour la première fois importé en Belgique, parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. Donc voilà, l'idée a été vraiment de prendre le contre-pied parfait, de voir où étaient tous les problèmes qu'on avait identifiés plusieurs fois dans la chaîne typique du business model du diamant aujourd'hui. Et nous, ça nous a permis aussi de prendre un peu la main, au lieu de donner des conseils et de le faire, de voir à quel point c'est difficile quand il y a des arbitrages à faire aussi. Bon, bien sûr, c'était sur fonds propres aussi, donc c'était devenir un entrepreneur. En termes de trésorerie, c'est autre chose. Consultant, vous avez besoin d'un téléphone, d'un PC, ça s'arrête là. Hein. Quand vous commencez à faire du diamant, il faut payer tout le monde. Avant d'avoir vendu votre première bague, vous avez déjà payé correctement tout le monde. Mais c'était aussi, et donc on a travaillé sur ces 3 volets. Est-ce que c'est techniquement faisable? On a rassemblé une chaîne extrêmement courte, extrêmement compétente, engagée. Est-ce que c'est faisable commercialement? Oui. Moyennant, enfin, ça pourrait être encore amplifié, mais le projet pilote l'a prouvé, c'était là. Et alors, l'effet indirect qui était très chouette, c'était qu'on était quand même poussé dans le dos aussi par la WDC, qui avait un intérêt à positionner Anvers en disant, vous voyez, ce genre d'initiative éthique, c'est ici, c'est pas à Dubaï, c'est pas en Israël, c'est pas à Mumbai, c'est à Anvers que ça se passe. Donc, je pense que c'était également bon pour eux. Tout en étant aussi assez cocasse de ne pas être ni indien, ni juif, ni flamand, ni rien, tout ça. Je crois qu'on est les seuls diamantaires basés à Wavre. Ils vous disent, vous êtes où dans la rue? Moi, je ne suis pas dans la rue. Comment ça, vous n'êtes pas dans la rue? Il faut être dans la rue, à Anvers. Donc, tout ça, c'était très drôle. Et puis alors, des rencontres humaines fascinantes, ça c'est certain. Tant qu'à choisir, alors on a fait tailler en Belgique et pas fait tailler en Inde. C'était aussi une façon de limiter les coûts, parce qu'on de limiter pas les coûts, mais de limiter les risques. La traçabilité. La traçabilité, c'était la clé, c'était la promesse qu'on avait vendue, quoi. Donc on a fait un chouette film aussi, un chouette petit film de 4 minutes qui suit tout le trajet depuis la mine jusqu'au doigt, où on voit les acteurs parler chacun. Donc c'est une chaîne en fait qui est où tout le monde connaît tout le monde. Alors d'habitude, personne ne sait même de qui on a acheté. Ouais. Et là, la designer a rencontré le tailleur a renvoyé, on a même montré une bague, on est allé la remontrer à la mine, en disant, tu te rappelles la pierre que tu as trouvée? Regarde, c'est ça que ça a donné. Il dit, je n'ai jamais vu un diamant taillé. Voilà. Et c'était une mine où? En Sierra Leone. En Sierra Leone, ah oui, ouais. 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 Quand on prend ces deux chemins, qu'est-ce que vous partageriez comme expérience réussie dans un des deux chemins? Pour vous, quel a été le plus beau succès en quelque sorte, la chose dont vous êtes la plus fière? Diamond, je pense que ça c'est une réelle fierté, c'est d'avoir fait un pari un peu fou et puis de s'être suffisamment accroché, avoir la force de cette conviction et de découvrir en fait toute une série d'anges gardiens sur le chemin. C'est-à-dire qu'on réalise qu'il y a une attente pour quelque chose et en fait on vient allumer une mèche, mais il y a plein de gens qui sont prêts à collaborer, à aider, à faire en sorte que ça se fasse. Alors qu'on vous prédit tout l'inverse, on vous prédit des bâtons dans les roues, des problèmes à tous les étages. Et donc ça, c'est une réussite. Et le fait d'avoir montré ce film à l'ouverture de la conférence du processus de Kimberley, qui rassemblait des gens de partout dans le monde comme étant la voie à montrer si on voulait réconcilier les objectifs de développement durable avec l'industrie diamantaire, c'était ça. Je pense que ça a été une fierté. Pour Cap Conseil, je pense que ça donne de la crédibilité aussi. Moi, je me dis que m'être frottée au terrain, plus... Alors qu'avant, j'étais, par exemple, auditrice dans des mines, auditrice sur les conditions de travail, les droits de l'homme, etc. Ça m'a servi pour auditer les mines auprès desquelles j'achetais mes diamants. Mais maintenant, ça a remis à jour tout ce travail-là, me rend plus crédible et peut-être plus pragmatique chez Cap Conseil pour dire, comme je disais tout à l'heure, allez-y sur le terrain. Tant que vous n'aurez pas vu, je veux dire, j'ai emmené la personne responsable d'AWDC dans des mines. Hein. Elle est venue avec moi voir pourquoi c'était important de se battre pour ça. Que ce n'était pas juste pour faire joli dans un rapport. Il y a un vrai enjeu d'humanité derrière. Il y a un vrai enjeu de respect. Et quand on a vu les problèmes qu'on essaye de résoudre et à quelle échelle ça se fait et que ce n'est pas nécessairement beaucoup plus cher, parce que c'est ça en fait. Hein. On dit souvent, entre un t-shirt et un t-shirt éthique, il y a 20 centimes, quoi. Entre un diamant et un diamant éthique, c'est du même ordre. Enfin, il y a 20 €.
quelle femme ou quel homme n'est pas prêt à mettre 20 € de plus sur une bague en diamant pour s'assurer que son enfant... Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas payé plus de 20 € la différence, mais sur tout un business model, on parle de ça. 20 €, 100 €, ce n'est rien. Qu'est-ce que la pratique du terrain vous a donné comme clé ou comme critère de choix ou de décision? Parce qu'on peut facilement comprendre que le fait d'être passé par le terrain et par l'action directe épaissit votre capacité de compréhension, sa nuance. On voit que c'est pas aussi noir ou aussi blanc que ce qu'on pensait, tout ça c'est dans le gris. Mais une chose est de comprendre la nuance, une chose est d'acquérir une capacité de décision, une meilleure capacité de décision. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ça? Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être passé par la pratique vous a permis de mieux comprendre comment bien décider, ce qui est en fait ce que doit faire le client que vous conseillez? Oui, je pense que ce qu'il y a comme aide à la décision, c'est la capacité à prioriser. Ce à quoi on doit faire attention avant autre chose. Ouais. Okay. Et donc, c'est se mettre, par exemple, des lignes rouges. C'est en dessous de tel prix, je n'irai pas. Ou à telle condition, je n'irai plus. Okay. Ouais. C'est se mettre des garde-fous. Okay. Et alors, à l'inverse, quelle est l'erreur magistrale ou l'échec que vous avez eu, mais dont vous avez tiré un enseignement qui peut être partagé? Garder les jeunes. Garder les jeunes dans l'entreprise, oui, c'est difficile. Pourquoi? C'est compliqué, et à la fois je les comprends. C'est parce que une entreprise qui veut grandir aujourd'hui avec des jeunes convaincus, bien formés, elle doit pouvoir leur offrir un environnement de travail qui les intéresse au jour le jour. Or, dans le milieu du travail, il y a des tâches répétitives, il y a des choses moins... Et le jeune aujourd'hui a envie de voir plein de choses, de voir du pays, de changer, de variété, de dispersion. Et donc, je me dis à la réflexion que c'est peut-être la chose que j'ai le moins bien faite, et tout en ayant énormément d'indulgence et de compréhension pour ces jeunes qui sont passés par chez Cap Conseil ou qui nous ont aidés et qui sont maintenant aux quatre coins du monde, en me disant que j'ai le regret de chacun qui soit parti, parce que je les aurais tous bien gardés pour faire une plus grande équipe. Et c'est vrai qu'on est resté une entreprise assez petite qui travaille par partenariat, qui n'a pas grandi. Alors c'est une des religions du capitalisme aujourd'hui. Une entreprise doit grandir. Elle doit croître, toujours la croissance, mais aussi dans ses équipes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est parfois jugé en disant « oui, mais c'est une petite boîte. Ils sont une petite équipe. » Et c'est peut-être je ne sais pas si on peut considérer ça comme un échec. Aux yeux des analystes, oui. Une entreprise de 20 ans qui ne fait pas une grosse équipe, qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps-là? Elle n'a pas cru, elle n'a pas grandi. Je pense qu'on a offert des opportunités à pas mal de personnes qui les ont emportées ailleurs. Et vous avez innové. Et on a innové. Maintenant, est-ce qu'on serait, en termes d'effet levier, est-ce qu'on serait peut-être plus puissant si on était, ou plus fort si on avait une plus grosse équipe? Et dans ce cas-là, comment les garder? C'est une question. Alors, toute dernière question, mais là, vous tendez la perche. La question de l'intérêt général ou de l'intérêt commun, c'est vraiment une question clé. Et on voit que la grosse tension, c'est en effet intérêt général, intérêt particulier, mais c'est plein de particularités. Là, ça peut être une particularité territoriale, individuelle, de réseau, de secteur. Vous avez beaucoup travaillé avec les parties prenantes. Donc, par définition, les parties prenantes, le travail avec la partie prenante a pour objectif de ramener l'intérêt commun. Exactement. Ou d'amener un intérêt commun. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez, avec l'expérience, identifié comme clé et qui peut-être pourrait servir dans le monde politique aujourd'hui, qui a du mal avec ça. Et probablement que c'est plus un effet de système qu'un effet lié à des individus. C'est dans le monde politique, la mise au cœur de l'action, de l'intérêt collectif est difficile, quoi. Donc qu'est-ce que vous avez appris que peut-être les politiques pourraient utiliser? Si je fais une analogie avec une consultation de parties prenantes pour une entreprise qui n'a pas l'habitude de le faire, oui. Si on substituait un instant le CEO par le politicien, oui, c'est ça. Et qu'on lui offre sur un plateau ce que nous avons fait, c'est-à-dire une tablée de parties prenantes venant de toutes les factions de sa société. La richesse, le moment où ça devient très intéressant, c'est quand on a compris qu'il fallait libérer du temps pour écouter. Et quand on libère du temps, pas pour parler, pas pour se défendre, pas pour argumenter, pas pour convaincre, juste se taire. Se taire, écouter. Et faire confiance à, en l'occurrence, peut-être une tierce personne pour animer un débat sur des sujets que vous avez dit, ça m'intéresse.
j'aimerais bien savoir ça, ça, ça. Et on constitue un panel très divergent et on fait parler ces parties prenantes qui viennent des bords différents et qui sont en présence simultanément sur ces questions. Et alors on peut être très, très surpris de voir à quel point on pensait qu'ils s'opposaient les uns les autres, mais qu'en fait pas. Et qu'il émerge de cette intelligence ou de cette conversation un consensus sur certains points. Peut-être pas sur tout, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais une communauté d'intérêts ou une convergence de solutions. Et ça conforte quand il s'agit après de trancher, de prendre sa propre décision. On se dit, j'ai écouté, je sais qu'avec ça, il va être d'accord. Peut-être pas pour les mêmes raisons que lui, mais ça, ils vont pouvoir me supporter. Là, je touche et je réponds à 3 des 5 d'entre eux. Là, ça, c'est super riche. Lorsqu'on prend ce temps, cette posture d'écoute pour s'informer. Et ce qui se passe maintenant, je crois que c'est vraiment, avec les médias sociaux, en plus ça s'est accentué, mais le monde politique réfléchit à chaud, enfin il réagit à chaud tout de suite. Et donc c'est à la partie prenante qui, à ce moment-là, a crié le plus fort, et tantôt ce sera la FEB, et tantôt ce sera un syndicat, et tantôt ce sera une marche pour le climat, qui va faire tirer un peu à U et à dire un politicien ou au ministre selon son portefeuille et qui va prendre une action. Mais il y en avait beaucoup d'autres qui, à ce moment-là, pouvaient peut-être soit conforter, soit nuancer. Et tout l'art est dans la nuance. Un grand merci, Marie, pour cette conclusion nuancée. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci aussi.